Et donc, vous savez que Hobbes, c'est ce philosophe, je ne vais pas rentrer dans qu'on caricature évidemment, parce que même s'il a dit que l'homme est un loup pour l'homme, c'est vrai qu'il pensait que l'homme ou la femme naturelle n'allait que dans la guerre, mais il était aussi pour la question d'un État fort, donc on peut le voir des deux côtés. Et puis Rousseau, lui, voyait l'homme naturel comme étant bon, mais comme la société qui le corrompt. Et pourquoi j'avais mis ça, c'est que cette grande question de la violence, est-ce que nous sommes intrinsèquement violents ou pas? Mais vous le savez bien, à moins de polariser la question, il n'y a pas une réponse simple. Quand on va dans la préhistoire, vous savez, les tenants des deux grands courants. Il y a ceux comme Pinker qui vont vous dire « le monde va de mieux en mieux », c'est vrai, et que donc on améliore tout le temps, mais qui renvoyait dans le temps une image de la préhistoire assez violente alors. Et puis les recherches d'aujourd'hui, elles tendent à dessiner un chemin du milieu. Dans la préhistoire, il y avait en réalité peu de violence, pas plus que maintenant. Alors est-ce que les êtres humains étaient capables de violence ? Oui, ils l'étaient, mais ils le faisaient extrêmement rarement. Et la question plus intéressante, c'est de se dire, plutôt que de voir l'image du volcan, nous sommes toutes des bêtes violentes, et quand ça bout un peu trop, on finit par exploser sur quelqu'un. On peut le voir comme une ruche. Nous sommes toutes des animaux, des personnes coopératives. Il y a des conditions qui vont faire que nous allons piquer la voisine ou quelqu'un d'autre. Et donc, ce sont des questions de conditions. On les connaît très bien aujourd'hui. Je ne vais pas y revenir beaucoup, mais on sait aujourd'hui. Alors, allez voir les travaux de Wilkinson et Pickett qui ont montré, il n'y a pas que, mais vraiment des magnifiques travaux qui ont montré que la question des injustices sociales, c'est la première cause de violence dans le monde, en fait. Si vous voulez de la violence, créez de l'injustice. Bon, on dirait que une grande partie de nous qui votons pour les politiques n'ont pas bien compris ça, puisque les inégalités, en ce moment, augmentent encore. Et c'est pas parce que les choses vont mieux, parce que je regarde Jacques qui est là, que les inégalités ne comptent pas. Les inégalités comptent beaucoup, et Pickett et Wilkinson ont montré que la violence, mais tout le reste augmente. La prostitution, les difficultés, la prise de drogue, et ainsi de suite, avec les inégalités. Dans un monde sans justice sociale, c'est un monde qui sera un monde violent. C'est ce que tu as dit d'ailleurs aussi, d'une certaine manière. Et donc c'est le premier point, il est indispensable. Tout le reste, c'est de la blague si on part pas de ce point central que sont les inégalités. Comme j'ai pas mon PowerPoint qui faisait mon fil, je vais voir mes petits papiers. Alors, j'avais plein d'images très jolies et tout, c'est pour vous faire regretter. Et pour vous dire juste un tout petit préalable qu'on connaît aussi, c'est que, évidemment, on sait que la coopération et que l'altruisme sont présents au potentiel chez vous, chez moi, chez les humains, mais pas seulement chez nous, nos cousins les primates. Vous connaissez les fabuleux travaux de Franz de Waal qui est décédé il y a peu, et Franz a montré par exemple une très très chaude expérience où il va mettre des chimpanzés à devoir coopérer par 2 ou par 3 il faut résoudre un problème pour pouvoir avoir de la nourriture. Il se rend compte de quoi? C'est que, au fur et à mesure du temps, la coopération augmente. Il n'y a que 16% en moyenne, 16% c'est très peu, de comportements dans le temps qui ne sont pas coopératifs. Incroyable. Et d'ailleurs, dans son étude où il y avait 11 chimpanzés, une des dernières, la seule qui n'était pas coopérative, c'était parce que la chimpanzé était tellement âgée qu'elle ne voyait rien et qu'elle ne pouvait pas faire quelque chose pour attraper de la nourriture. Donc, il y a vraiment cette coopération, elle est là, on le sait. Alors, on sait que c'est aussi comme ça chez les enfants. Hamelin a montré des études, Mathieu Ricard les aime beaucoup, il les a montrées de nombreuses fois, où on voit que des enfants d'âge préverbal préfèrent aller, on peut le faire avec des petits nounours, il y a un nounours qui aide un autre, et l'autre qui va lui rendre la vie plus difficile. Et les enfants préfèrent de loin aller vers ceux qui les aident que les autres. Et donc, on pourrait dire d'une certaine manière, vous, moi, les enfants, les chimpanzés, nos autres cousines et cousins, nous sommes câblés pour l'empathie et pour l'altruisme. C'est une bonne nouvelle, non? Mais la mauvaise nouvelle vient juste après. Il y a toujours plein de mauvaises nouvelles qui vont à côté. C'est une bonne nouvelle, mais c'est le bordel quand même. Pourquoi? Parce que l'empathie... Alors, j'avais mis le livre de Paul Bloom, parce qu'il est bien choquant, Against Empathy. Paul Bloom montre quoi? Il n'y a pas que Paul Bloom, mais les autres montrent que le problème de l'empathie, c'est qu'elle est sélective. Et on a beau dire oui, non, un tas d'études le montrent aujourd'hui, et qu'on a une tendance à faire quoi? À être davantage ouvert, généreux envers les personnes qui nous ressemblent ou qu'on considère comme étant faisant partie de notre groupe. Alors une des grandes chercheuses, elle fait des études amusantes, Tanya Singer, qu'est-ce qu'elle a fait pour le montrer? Il y avait des chouettes images, je vous jure, du cerveau et tout. Et Tanya, elle montre quoi? Elle va prendre des joueurs des supporters de foot. Parce que c'est assez polarisé chez eux souvent. Et donc les supporters de foot, on va leur montrer quoi? On va les mettre en présence de personnes qui sont des supporters de leur équipe favorite versus de l'équipe ennemie, et on va les faire souffrir.
On s'amuse à ça dans les labos. Et on voit quoi? On voit que la zone du cerveau responsable de l'empathie s'active quand c'est les gens qui aiment ton équipe de foot qui souffrent, mais quand c'est les autres, t'en as rien à foutre en fait. Et non, c'est vrai. Et même, elle a pu montrer dans certains cas que tu peux éprouver un sentiment assez spécial, Schadenfreude, qui est un genre de plaisir à la souffrance des personnes que tu n'apprécies pas beaucoup. Et donc, ce que Paul Bloom va dire pour aller un peu plus loin, et je manque de nuances, c'est que ce phénomène est très, très, très répandu, et que ce que tu as dit sur la polarisation, malheureusement, l'empathie va augmenter la polarisation. Elle est impliquée dans la polarisation. Pourquoi? Parce que dans les manipulations, c'est ce qu'on va faire en général, non? On va manipuler ton sentiment Elios d'appartenance pour te sentir proche de ton groupe, et évidemment faire quoi? Attribuer tous les problèmes à l'out-group, au groupe extérieur. Et ce qui va nous amener à avoir des comportements potentiellement très violents. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, la polarisation pendant la période du Covid. D'ailleurs, il suffit de rappeler des choses pour que les gens se repolarisent de nouveau. Moi, j'essaie de faire ça parfois comme ça pour discuter et hop, c'est reparti. Alors, qui était pour et contre les mesures sanitaires, par exemple? Oui, mais pendant le Covid, dans les familles, les gens ne se parlaient plus parfois. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'espace public ici en France, c'est pas une plaisanterie, il y avait des personnes très sérieuses, professeurs et ainsi de suite, juristes, qui étaient prêts, en tout cas, ils plaidaient pour qu'on enlève les droits parentaux aux parents qui n'étaient pas du bon côté, par exemple. Et de l'autre côté, c'était la même chose, hein, c'était pas mieux d'un côté ou de l'autre, mais vous imaginez la folie dans laquelle on est, quand on est persuadé qu'on est, nous, tenants de la vérité, et que les autres ont tort, ils ont tellement tort qu'on peut faire d'eux tout ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que la polarisation et ce phénomène in-group, out-group va faire que ce problème de l'empathie sélective va déshumaniser les personnes de l'autre groupe, et au moment où ils sont déshumanisés, eh bien, on peut en faire ce qu'on veut. Mauvaise nouvelle, j'avais dit. Alors, oui. Ben oui, c'est vraiment ça. C'est exactement ça. C'est de l'empathie sélective, et comme ça, tu montres que tu es une bonne personne, parce que tu aimes, déjà t'aimes tes enfants, t'es une bonne personne, t'aimes les proches, t'aimes celles et ceux qui ont la bonne couleur de peau, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais par contre les autres, mais tous les discours, je ne suis pas en train de juger les politiques qui ont un métier difficile, avec des budgets limités, ainsi de suite, c'est pas ça la question, mais lorsque le discours est un discours qui va séparer, mais c'est un discours de polarisation, qui potentiellement amène les humaines et les humains à faire des actes qu'ils ne feraient pas dans d'autres cas. Et donc c'est vraiment un des chemins terribles qu'on voit réapparaître à chaque fois dans les moments de tension, évidemment, parce que Donald, parce que Bolsonaro, parce que tous les autres sont des maîtres dans ce domaine-là, évidemment. Où en étais-je? Bonne et mauvaise nouvelle. Oui, alors, je vais avoir deux petits points avec vous en se disant, voilà, cette situation, elle est difficile, mais qu'est-ce qu'on peut faire, au fond? Et ça va, John, Frédérica, tout le monde, vous l'avez déjà dit, mais je vais rebondir sur ce que vous avez déjà dit, en le disant parfois d'une autre manière. Alors, pour la question de l'empathie, heureusement, des études montrent qu'on peut contrecarrer ce biais. Une autre équipe a montré quoi? Alors, elle s'est rendue compte que lorsqu'on est face à quelqu'un qui n'a pas la même couleur de peau que nous, ça peut être un étranger, identifié comme quelqu'un de l'out-group, à nouveau, les zones responsables de l'empathie ne s'allument pas. Et d'ailleurs, c'est compréhensible, pas pour vous, mais les gens normaux, et ils fonctionnent comme ça, non? Les autres, je veux dire. Parce que, mais oui, je dis ça parce qu'un jour, dans une conférence, quelqu'un est venu à la fin et m'a dit, Elios, tout ce que tu as dit, ça s'appliquait vraiment à une personne que je connais. J'ai trouvé ça génial. Mais je me suis bien reconnu chez lui aussi, hein, parce que je suis content comme ça aussi. Et donc, sinon, on ne pourrait pas laisser Porte de la Chapelle, comme ça a été longtemps, des femmes et des enfants. En fait, on ne pourrait pas laisser un monde où des personnes qui pourraient être nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos parents, n'ont pas des conditions de vie juste décentes. Et donc, on va justifier, c'est ce qu'on fait en général les humains, les raisons pour lesquelles eux n'y ont pas droit ou eux devraient être traités différemment. Et cette chercheuse, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est rendue compte que si moi on me met en situation d'être aidé concrètement dans une tâche par quelqu'un, par une personne réfugiée par exemple, au début ça crée dans le cerveau un signal d'erreur, parce que tout à coup on comprend pas, c'est neurobiologique ce qui se passe, mais par la suite, les zones de l'empathie vont s'activer, non seulement pour cette personne-là qui m'a aidé, mais pour toutes les personnes de ce groupe-là également. Donc c'est génial. Une simple mise en situation, donc ça veut dire ce qu'on fait des situations, ce qu'on crée comme situation, peut créer de l'empathie ou du manque d'empathie. Et c'est une situation très très simple. Moi, ça m'a donné tellement d'espoir quand je me suis dit ça. Et puis, j'ai pensé à quoi?
j'ai pensé à un incroyable moment de la vie qu'on a vécu dans la société civile en Belgique, au moment d'une crise des réfugiés qu'il y a eu il y a quelques années partout en Europe, mais notamment en Belgique, où les réfugiés venaient de partout. C'était surtout des hommes du Soudan, d'Irak et ainsi de suite, et qui arrivaient dans un parc au nord de Bruxelles, le parc Maximilien. Et notre secrétaire d'État à l'époque, lui, il aimait bien Nicolas, et il avait les mêmes métaphores, il fallait pas karchériser, mais il fallait nettoyer le parc et ainsi de suite. Vous voyez que c'est pas vraiment des humaines et des humains, hein, parce que s'il faut prendre le Karcher, on le fait pas même pas pour des animaux à la limite, on le fait vraiment pour la crasse, quoi. La merde, tu la nettoies au Karcher, mais c'est ça, hein. Les mots ont leur importance, et donc il fallait nettoyer. Et heureusement, il y a eu un mouvement incroyable, auto-organisé, donc c'est-à-dire c'est pas des associations, avec des bénévoles complètement fous qui étaient tous les soirs dans ce parc, et avec Facebook, et n'allaient pas dormir tant qu'un seul réfugié ne dormait pas dans une famille. Et il y a eu des dizaines de milliers de Belges qui ont hébergé des personnes, parfois pour une nuit, parfois pour 10 nuits. Certaines et certains gardaient des bottes, d'autres avaient les vestes, d'autres transportaient les voitures, d'autres les faisaient dormir. Et ce mouvement incroyable a commencé, pourquoi? C'est pour ça que je veux dire. Parce que, alors, c'était des hommes, hein, c'est pas comme les réfugiés ukrainiens, et c'est très beau qu'on les aidait, mais là, on avait surtout des femmes et des enfants avec la même couleur de peau. Là, on avait des hommes, pas avec la même couleur de peau. Et je me souviens personnellement, le jour, c'est tout au début, ma compagne m'a dit, Ilios, on y va au parc, on va chercher des réfugiés. Et moi, j'aimerais bien dire, bien sûr, j'ai dit d'un air noble, allons-y directement. Évidemment, c'est pas ce que j'ai fait. On a une fille, elle était jeune, hein, j'ai mes excuses. Et je lui ai dit, écoute, c'est une très bonne idée, mais il faut réfléchir d'abord à la sécurité. Vous voyez, la peur directement. Et elle m'a dit non, pas du tout, de toute façon, j'ai jamais rien à dire. Alors donc, on y a été. Le soir même, on a ramené 7 Soudanais dans notre salon. Il n'y en a aucun qui nous a rien fait, ils nous ont pas ouvert le frigo. Alors, c'était difficile à vivre, pas pour eux, parce que vous imaginez, le matin, il faut leur donner à manger, on peut pas les laisser, puis ils partent pour essayer de prendre des camions, mais ça a fait que, en quelques jours, toutes mes craintes sont évaporées, et on a eu pendant 18 mois des Irakiens chez nous qui avaient la clé, qui dormaient là, et c'était génial. Et donc la peur que je pouvais avoir, et pourtant je m'estime pas comme étant quelqu'un avec beaucoup de préjugés, mais au moment d'agir, hein, c'est très bien de dire que tu es ouvert, Ilios, mais au moment où il fallait y aller, et on s'est rendu compte que c'était surtout des femmes qui avaient initié ce mouvement, et donc voilà, qui avaient ouvert ça, et pour finir, ça a entraîné un très grand nombre de personnes à agir de manière positive et généreuse. C'était génial. Il y a eu aussi des procès, hein, on a suspecté, on a accusé certaines femmes d'être des passeuses. Et heureusement pour elle, la principale accusée était journaliste, et donc elle avait un très très gros réseau, et donc pour finir aussi, ça s'est bien terminé comme dans ton histoire. Il n'y avait pas les chaises, mais j'adorais ton histoire, moi, c'était génial, ça m'a donné plein d'idées. 2 petits points, qui est 1, la question de la transmission, 2, qui est la question du vrai changement anthropologique, que tout le monde a souligné en fait, mais qui serait celui qu'on devrait avoir pour ne pas répéter ce qui a été dit. Au fond, on sait aussi que la violence, comme la bonté, est quelque chose qui se transmet. Et se transmet comment? Par les exemples. Alors, de différentes manières, même au niveau social, ce que vous avez appelé les normes sociales. Donc, la société met des normes où elle valorise des comportements. On sait aujourd'hui que Donald, ce qu'il valorise, c'est quoi? C'est l'affrontement, en fait. Et on ne peut pas dire que ça n'a pas le rapport de force, ça a un effet, puisque ce qui est valorisé pour des millions et des dizaines, des centaines de millions de personnes aussi, c'est cette question du rapport de force et de l'affrontement. Et toutes les décisions que l'on prend, elles vont créer et nourrir des normes qui vont faire qu'on va se comporter plutôt d'une manière ou d'une autre. Rappelez-vous, au moment de la Nouvelle-Orléans, de la grande catastrophe, il y a eu un tas de désinformations pas volontaires qui ont dit violence et ainsi de suite, regardez les gens cassent tout. Et des journalistes, Jacques Lecomte, qui est là, raconte très bien, d'ailleurs, Jacques, j'avais amené ton livre, c'était pour dire, si vous voulez plus d'infos sur la partie que je ne partage pas, lisez le formidable livre de Jacques Lecomte, La bonté humaine. Vraiment, c'est un livre, tout le monde doit le lire. Et Le plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard. Lisez ces 2-là, vraiment, c'est important. Et donc, on a montré quoi? Que contrairement à ce qu'on avait raconté, en réalité, quand les gens cassaient un magasin, c'était pour aller prendre des choses de premier secours. Et que les seules violences, les vraies qu'on avait eues, étaient celles des services de secours de l'armée. De nouveau, pas parce qu'ils étaient méchants, parce que dans la peur, ils tiraient parfois trop rapidement. Mais en réalité, ce qu'on trouvait d'abord, c'était la coopération. Pourquoi je dis ça? Raconter des histoires comme ton livre, ça va nourrir les normes, comme les histoires que tu racontes aussi, John, nourrissent des normes et créent une vision d'un monde différent, où on valorise autre chose que le rapport de force brutal. Donc, raconter des histoires, c'est ce que fait aussi Cyril Dion. Hein, la question des nouveaux récits, elle est centrale et importante. Mais ça nous concerne nous aussi, j'ai l'impression.
L'autre jour, j'étais avec ma fille, elle était un petit peu agitée, et je lui dis, Néphélie, elle s'appelle, tu pourrais être un peu plus calme. Et elle me regarde, elle me dit toujours les choses très, très franchement, elle me dit, papa, est-ce une manière calme de demander à quelqu'un de se calmer? Et je m'en étais pas rendu compte, évidemment. C'était tout à fait inconscient. Ben non, c'était pas calme du tout. Elle avait tout à fait raison. Mais je lui ai dit, excuse-moi, c'était totalement pas calme. Je vais aller me calmer d'abord. Je me suis calmé et tout s'est bien passé. Mais le nombre de fois où ça m'arrive, et donc, j'ai un copain psychiatre, Edelmax, il le dit de manière tellement juste, il dit, si tu prêches la non-violence à un enfant, tu ne lui apprends pas la non-violence, tu lui apprends à prêcher. Si tu veux enseigner la non-violence à un enfant, tu as très peu de choix, en fait, il le dit pas comme ça, mais tu en as trois quelque part, non? Soit non-violent envers elle ou lui, soit non-violent envers tous les autres devant elle et lui, et soit non-violente et non-violent envers toi-même. Il n'y a pas mille autres manières de le faire, et donc, c'est ce que disait Emerson. Emerson disait, tes actes parlent tellement fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. Et j'arrive, je le promets, à mon dernier point. On y est, qui résume tout ça. J'avais noté plein de trucs, tout ce que tout le monde avait dit, Frédérica, John, tout le monde, mais voilà, c'est comme ça. Si on réfléchit un petit peu à la question, vous l'avez dit, hein, pas que ces mots-là, de ce qui rassemble ce changement, qui est un vrai changement de regard sur le monde, c'est que la violence, quelque part, qu'est-ce que c'est? La violence, c'est lorsque j'exerce une forme de force sur quelque chose ou quelqu'un pour le forcer à quelque chose. Non? C'est ça la violence. Et pourquoi? Et la première forme de violence, elle vient de quoi? Elle vient du fait, d'ailleurs, du capitalisme, on pourrait dire, en réalité, qui transforme les humaines et les humains, mais aussi les autres qu'humains, les animaux et même le vivant, en choses. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils détruisent les relations. Quand tu l'as dit, la première chose qu'on fait, c'est détruire les relations, parce que les relations, on a des relations qu'avec des êtres. Des gens qu'on considère, ou des choses comme des êtres, pas des choses. Une fois que tu as réduit le monde, les humaines et les humains d'abord, et puis le reste en choses, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les utiliser. Alors bien sûr, tu peux dire, je vais les utiliser gentiment pour que ça dure plus longtemps. C'est comme ça le capitalisme vert. Je vais exploiter, mais sympathiquement, comme ça, je vais exploiter plus longtemps. Mais c'est la même pensée. Le patriarcat, c'est quoi? Les femmes sont des choses, et on va les utiliser. C'est ce qu'on a fait pendant des siècles et des siècles. Et donc, si la violence première vient de cette forme de c'est pas déshumanisation, en fait, on pourrait le dire en philosophie, ce qu'on appelle la réification. Donc, on transforme un être sensible, complexe, vivant en chose. La solution, si on a une, pas binaire, elle viendrait de quoi? La polarisation fait la même chose, hein. Les autres, ce sont des choses. C'est pour ça qu'on peut les massacrer, en faire ce qu'on veut. C'est réenchanter le monde, et réenchanter le monde, c'est redonner le statut d'être à tout. Commencer par les gens proches de nous, et puis par ceux et celles qui ont d'autres couleurs de peau, et ainsi de suite. Prajnapat, un sage indien que j'aime beaucoup, Swami Prajnapat disait « Nous n'avons d'intérêt que pour nous-mêmes, à la base. » Et la sagesse, c'est quoi? C'est pas d'essayer de supprimer ce mouvement-là, mais c'est d'élargir cet intérêt, peu à d'autres, à ceux qui ne nous ressemblent pas, aux autres qu'humains, aux vivants, pour finir que notre intérêt englobe tout l'ensemble du vivant. Et dans ce cas, c'est pas une posture morale de faire le bien ou le mal, c'est que réellement, tu t'ouvres, ton intérêt, il est pour tout le monde, et donc tu agis de manière très très différente. Au fond, le vivant, c'est la même chose. Tu as parlé de la défense du vivant, je ne sais pas si tu es d'accord, mais c'est ce que j'ai entendu chez toi, John. C'est considérer le vivant comme un être et pas comme une chose. J'ai pas dit que ça simplifie, tout va être facile, mais ça change le rapport de force en un rapport de voisinage. Comment je vais traiter mes voisins? C'est une relation, elle n'est pas toujours facile. Mes voisins, j'ai pas toujours de bonnes relations, mais ça a un impact éthique complètement différent. C'est-à-dire le monde devient un ensemble de voisines et de voisins avec lesquels je dois entretenir des relations qui sont parfois conflictuelles et non pas un ensemble de choses que je vais exploiter. Bateson, qui est le mari de Margaret Mead, un très grand biologiste, lui disait « Il y a un esprit dans la montagne, dans la forêt. » Alors, je regarde Frédérica, il ne le disait pas de la même manière que disent les traditions chamaniques, parce que pour lui, c'est pas qu'il parlait avec des entités, mais il disait que lorsqu'il y a un ensemble vivant complexe, les interactions de cet ensemble vivant complexe en font quelque chose d'intelligent, et ce qu'il appelait l'esprit. Relire pour une écologie de l'esprit. Et donc, une invitation encore. Alors, je terminerai avec ça en se disant que s'il y a une solution, elle est certainement aussi, il n'y en a pas une, pour sortir de la polarisation, mais pour dire autre chose que tout qui a déjà été dit,
elle est dans cette question de réenchantement du monde et à retrouver chez les romantiques. Si on dit romantique à la majorité des personnes et qu'on leur dit est-ce que tu imagines plutôt un dîner aux chandelles ou la révolution sociale, voilà, la réponse elle est toute donnée. Et pourtant, les romantiques, c'est un mouvement de réenchantement du monde et de révolution. On a parlé de désobéissance civile, hein, c'est ce que tu fais, John, c'est juste? Qui est un des pères de la désobéissance civile dont le livre a inspiré Gandhi? Ben, c'est Thoreau. Hein. Thoreau qui est en même temps le poète qui va dans les bois pendant plusieurs années, et c'est en même temps quelqu'un qui refuse de payer l'impôt aux États-Unis. Pourquoi? Parce que le gouvernement américain esclavagise les Noirs et veut envahir le Mexique. Et donc, Thoreau dit « Mon argent n'ira pas à ces causes-là, je refuse ». Alors, l'histoire est belle. Il a beaucoup d'amis, il ne va en prison qu'une seule journée. Mais il ne le sait pas. Hein. On va comme toi, on va le mettre en prison pour cette question de désobéissance pacifique, désobéissance civile, qui va inspirer de très nombreuses personnes. Et dans ce courant des femmes et des hommes romantiques, il y a vraiment cette idée fondamentale, tellement forte, de réenchanter le monde, de se dire on ne peut pas traiter les autres, le vivant, comme des choses. C'est ça peut-être qui va nous changer. Et j'avais noté ça aussi, un des grands poètes romantiques, Hölderlin, je ne sais pas si on dit Hölderlin ou Hölderlin, hein, il nous invitait, nous les femmes et les hommes, à habiter le monde en poète. Et habiter le monde en poète, ça serait ça, non? Revenir à cette relation tellement différente. Et c'est aussi, je pensais de nouveau à ce que vous disiez, toutes ces... reprendre aussi l'histoire de notre vie et ne pas laisser l'histoire à l'extrême droite. Si on regarde l'histoire des idées, l'extrême droite, en général, elle est du côté conservateur et elle aime le passé. Je caricature, mais il y a un peu de ça, non? Dites-moi si c'est vrai. Elle aime le passé, elle aime l'ordre établi, il ne faut pas que ça change. Mais le problème, c'est que l'histoire, on en a besoin, nous. On a besoin de l'histoire de Gandhi, on a besoin de l'histoire de toutes les femmes et les hommes, de Rosa Parks, de Rosa Luxembourg. Sans histoire, nous sommes complètement perdus. Hein, quand on discutait dans le train, on se disait, y a-t-il eu une période de l'humanité où on pouvait se sentir aussi faible et fragile qu'aujourd'hui? Vous voyez ce que je veux dire? En ce moment même, on peut se sentir tellement impuissant. Donc on a tellement besoin d'avoir Rosa Parks, d'avoir Rosa Luxembourg, d'avoir Gandhi, d'avoir Mandela à côté de nous et de ne pas laisser le passé à l'extrême droite, parce qu'en laissant le passé disparaître, on oublie aussi de créer un avenir désirable qui nous donnera envie de changer le monde. Et un avenir qui intègre, par exemple, tout ce que les peuples racines nous proposent. Alors, une histoire pour terminer, je termine vraiment, c'est tout à fait promis, parce qu'il est inquiet, de plus en plus inquiet. Mais t'as vu qu'il y a plein de trucs que j'ai pas dit, hein, sur toi. Alors, c'est une femme qui a voyagé et qui a vu l'ensemble du monde. Elle a tout exploré. Et elle arrive un jour au dernier endroit, au carrefour, le dernier carrefour de sa vie qu'elle n'a pas encore visité. Alors, elle doit choisir. Elle va aller d'abord à droite, je dis ça comme ça. Elle prend le petit chemin de droite, et elle arrive devant une maison basse, dont la porte est peinte en bleu. Et comme elle s'en approche, elle entend des cris de désolation, des hurlements de désespoir. Ça semble être l'enfer, mais quand même, elle est curieuse, alors tremblante, elle ouvre la porte, et que voit-elle? Ça va vous donner faim, parce que c'est pour le repas. Une immense tablée, remplie de mets tellement succulents que rien qu'au parfum, moi, ça me donne envie de manger. Et autour de la table, des convives, vision d'horreur, parce qu'ils ont toutes et tous des couverts tellement grands attachés à leurs bras qu'ils ne savent pas se nourrir. C'est un repas divin, personne ne peut se nourrir. Alors elle claque la porte, elle repart. Et elle va prendre le chemin de gauche. Elle va au bout du chemin, et là, elle voit une porte verte. Et on entend des chants, des cris de joie, ça semble être le paradis. Et alors elle ouvre la porte, et que voit-elle? Exactement la même grande tablée, remplie de mets tellement délicieux que on a envie de les dévorer directement. Et autour de la table, oui, des convives qui ont à leurs bras attaché exactement les mêmes grands couverts. Et la seule différence, c'est que chacune et chacun, plutôt que de tenter désespérément de se nourrir, chacune nourrit son voisin, sa voisine. Merci de m'avoir invité et bon appétit.